Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui est spécialisée dans le développement logiciel, mais surtout le développement d'applications mobiles. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on vient se distinguer, c'est tout ce qui tourne autour de l'expérience utilisateur et le souci qu'on y accorde. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'étais avec mon collègue Alexandre qui fait son retour à l'animation de l'Update et on a eu la chance de recevoir Cléo Maheu. Cléo, c'est la fondatrice de Hypercroissance et c'est également une coach depuis de nombreuses années qui accompagne les entrepreneurs dans la croissance de leurs entreprises. On a abordé plusieurs sujets aujourd'hui, notamment tout ce qui touche les meilleures pratiques de croissance en entreprise, mais également, on a parlé d'intelligence artificielle et de l'intégration de la technologie dans ces bonnes pratiques-là. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Cléo Maheu, bienvenue à l'Update. Bien, merci de la belle invitation. Contente d'être ici avec vous deux aujourd'hui. Bien, merci. Nous aussi, on est super contents de te recevoir. Et là, on a Alex aujourd'hui à la co-animation. Alex, bienvenue. Merci Virginie pour l'invitation. Ça fait longtemps. Merci d'avoir accepté, Cléo. Très heureuse d'être avec toi. Ça fait tellement longtemps, Alex, que tu n'es pas venu sur l'Update, mais je pense que c'est le meilleur épisode pour que tu puisses revenir, faire un comeback parce qu'on a Cléo avec nous. Cléo, tu es la fondatrice d'Hypercroissance. Tu es également coach en entrepreneuriat. Tu accompagnes des milliers, si je ne me trompe pas, d'entrepreneurs. Alex, tu es un grand fan de Cléo. Et vous êtes, en fait, tu as rencontré Cléo par l'entremise de l'école d'entrepreneurship de Beauce parce que tu participes à cette école-là. Cléo, comment tu t'es retrouvée à participer, à faire partie de cet écosystème de l'école d'entrepreneurship? Ben, tu sais, aujourd'hui, le mot coach est un peu galvaudé, puis il y en a à tous les coins de rue. Mais moi, je me sens comme un peu un vieux de la vieille. Un vrai de vrai coach. Oui, dans le sens, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, j'étais là au balbutiement de l'école, à ses tout débuts, avec Katia Renaud, qui a parti le programme, Nathalie Riverain à l'époque. Et elle m'a invitée, puis elle a dit, écoute, c'est tous des entrepreneurs qui ont de l'ambition, hein, comme Alexandre ici présent. L'ambition qui veulent faire, mettre en place les meilleures pratiques. Et ça m'a permis à ce moment-là de vraiment intégrer cet écosystème-là. Et depuis, ben, j'ai la chance d'accompagner chacune des cohortes élites de l'école depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Chacune. T'en manques pas une. J'en manque pas une. Comme marque d'utile en personne. Oui, c'est ça, exact. J'ai une journée. Ils me mettent comme experte vraiment dans différents sujets, la mission, la vision, tout ce qui se mesure s'améliore, etc. Fait que je vais m'adapter selon les besoins. Et puis, je suis originaire de la Beauce, donc moi, je retourne dans mon coin de pays. Fait que j'adore ça. Et la vision de l'EEB, là, je suis sûre que tu le partages, Alex, là, c'est extraordinaire ce que ça fait, l'impact sur les entrepreneurs. Donc, j'aime ça. Moi, j'aime dire que j'ai le syndrome du premier de classe. J'ai besoin d'apprendre mon métier sur les bancs d'école. Comment on apprend à être entrepreneur si on va à l'université? Il y a quelques programmes, mais c'est ce qui m'a capté avec l'école. Ça faisait longtemps que j'avais ce rêve d'y aller, mais en même temps, c'est tellement mythique, on ne sait pas à quoi s'attendre. Fait que je vais quand même garder le mythe intact. Je ne révélerai aucun secret, excepté que ça vaut absolument la peine. C'est transformateur. Chaque fois que vous en entendez parler, c'est pas des attentes trop élevées, c'est la réalité. C'est fameux comme enseignement. C'est extraordinaire. C'est unique au monde. Puis je pense qu'aussi Isabelle Lebert, que j'ai reçue d'ailleurs sur mon podcast, qui est venue nous parler un peu de comment l'école a évolué et tout avec les années, qui a une superbe vision. Avec Marc Dutil, c'est extraordinaire. Bien là, c'est là que tu vois, il faut faire ça pour le Québec. Parce qu'on n'en a pas beaucoup d'écoles comme ça. Et avec tout ce qui se passe dans le monde et les marchés qui changent et nos voisins, bien là, il faut comme être capable de se centrer sur nos forces. Puis je pense que c'est les emplois de demain vont être faits avec les entrepreneurs ambitieux. Puis ces entrepreneurs ambitieux sont à l'école. Bien dit. Puis quand Alex m'a parlé de toi, puis m'a dit qu'il faut absolument inviter Cléo sur le podcast, il
il a tout de suite parlé d'un concept qui avait vraiment résonné pour lui, que nous-mêmes, on vit potentiellement chez ThirdBridge, que les gens qui vendent du service, qui vendent du temps immatériel, se fatiguent éventuellement. Puis, tu as abordé un sujet qui est la productification. Comment on en est venu à ce sujet-là? Comment on en est venu à ce concept-là? Je suis comme curieuse de savoir. Ouais. Mais merci, Virginie, d'amener ce sujet-là, parce que moi, c'est un mot que j'ai inventé, que je me suis dit, il faut que je productifie mon offre, mais c'est avec des... En allant aux États-Unis, moi, je suis membre de différentes communautés de coaching et je vois l'évolution du monde de coaching. Et là, je me disais, bien, c'est tous des gens qui vendent des heures. Et le fondateur de Scaling Up, Vern Harnish, a dit, aujourd'hui, un entrepreneur qui vend encore des heures et qui n'est pas capable d'embarquer dans une business de recurring revenue, de revenus récurrents, va mourir. Lui, il est aussi tranchant que ça de dire, écoutez, faut que vous évoluez dans vos modèles d'affaires. Et moi, ça m'est resté quand même dans la tête de dire, OK, comment moi je peux être un modèle? Et surtout que j'avais tellement pas envie de croître mon modèle de coaching de manière traditionnelle. C'est-à-dire, bon, ben, t'es une business, t'aimes ça être coach, mais deviens gestionnaire, puis embauche des coachs. Puis là, moi, j'avais aucun intérêt à être gestionnaire. Moi, j'aime intervenir sur le terrain. C'est pour ça que je vais encore à l'école. C'est pour ça que je vais... Mais je me disais que je peux pas me multiplier, je peux pas me cloner. Fait que comment je suis capable... Et je suis un coach en scaling up, en hypercroissance. Fait que j'ai dit comment je scale up mon propre modèle sans être dans un modèle traditionnel de rajouter un nombre de coachs. Donc, c'est là que j'ai tourné vers la productification de mon offre il y a quelques années. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai un beau portefeuille de produits. Et on dit toujours, faut être capable de mesurer notre moteur économique en entreprise. Tu sais, le fameux moteur économique, le profit per X. Bien, des business de service, ça va toujours être ton nombre d'heures facturables, mais il faut être capable d'évoluer puis de mesurer En fait, moi, mon maintenant, c'est mon profit par produit. Donc là, j'assure une pérennité peut-être à l'organisation, à toute cette productification-là. Et bien, c'est ça, une valorisation également, puis surtout plus d'impact. Sans que ça passe par la croissance de l'équipe. C'est ça. Nomme-nous quelques produits. Écoute, j'ai tout un éventail de produits que j'ai développé avec le temps. Dans le fond, ça s'est fait, je te dirais, de manière organique, tu sais, un petit peu ici et là. Puis à un moment donné, je dis, OK, là, il y a faut créer une cohérence dans l'écosystème. Fait que le produit, je dirais, grand public, c'est vraiment mon podcast. Donc, et je vous félicite de faire un podcast parce qu'on a tous besoin de ça. Puis vous traitez un sujet, le numérique, qui est actuel et de l'heure. Fait que très heureuse d'être ici. Mais le podcast, pour moi, Histoire d'hypercroissance, a été mon podcast qui m'a permis d'être grand public. Je n'aime pas être sur les réseaux sociaux et dire qu'est-ce que je fais le matin et quoi je déjeune. Je déteste ça. Ce n'est pas moi, mais je sais qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire ce que je fais de mieux, qui est de faire briller les gens que j'accompagne. Et j'étais tannée aussi de voir sur la scène québécoise, c'est comme s'il y a 4 entrepreneurs qui réussissent puis qui font de l'hypercroissance alors qu'il y en a des milliers. Et j'avais le goût de montrer ces histoires-là qui sont souvent bien gardées. C'est des secrets bien gardés. Fait que le podcast est un des produits. Par la suite, j'ai créé ma propre maison d'édition. J'ai traduit 3 ouvrages. Donc, je vends des livres. Est-ce que je fais de l'argent avec ça? Pas pantoute. OK, vraiment pas. Mais... Le podcast non plus, toujours pas. Non, j'ai des sponsors et tout ça. Fait que c'est vraiment mais je le mets comme une dépense marketing, tu sais, puis ça me permet de me donner quelque chose d'unique. Et là, les choses qui sont un petit peu plus payantes, ben là, c'est la formation en ligne. Donc, maintenant, j'ai une application. Donc, tu télécharges Hypercroissance, puis là, tu vas avoir l'ensemble des produits qui vont être là. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de simplicité. Donc, je me suis dit, je vais offrir ça à mes clients. La simplicité, tu télécharges l'application, puis là, tu mets ton chapeau Hypercroissance. Fait que sur l'application, j'ai de la formation, j'ai le bootcamp, j'ai le mastermind. Donc, j'ai tout productifié ces produits-là. Et quand je fais des interventions de groupe, par exemple, comme dans mon mastermind, je vais toujours tout enregistrer et mettre sur la plateforme parce que souvent, tu es très occupé comme entrepreneur, tu peux pas être là. Donc, au lieu de répéter, ben là, on construit en fait du contenu intéressant pour ça. Il y a une certaine autonomie qui est offerte à la clientèle de cette façon-là, sans qu'il y ait besoin d'avoir un accès direct à toi. Exact. Ben en fait, c'est toujours ça le défi de dire, et c'est un peu comme ça, puis tu sais, j'encourage les gens qui sont en train de réinventer un peu leur modèle de service, de dire...
Elle est où ta plus grande valeur ajoutée? Fait que moi, c'est vraiment dans l'intervention. Mais après ça, je leur fais faire de la formation en amont pour pas tomber dans le basic du basic, c'est-à-dire que la base des 4 décisions de croissance, les individus, la stratégie, l'exécution, les liquidités, je les oblige à faire la formation en ligne. Puis après, ils ont une certaine base, il y a une compréhension commune. Et là, on peut vraiment aller dans mon X qui est vraiment challenger le modèle d'affaires, qui est d'amener des bonnes réflexions, des réponses. Sinon, je me tannais, là, tu sais. Mais en même temps... Tu faisais la base avec chacun individuellement. Maintenant, ils arrivent préparés. Tu es sur ton X. Exact. Est-ce que, je répète tes propres paroles, mais est-ce qu'on peut appeler ça le jaune d'œuf? C'est ce fameux concept? Oui, exactement. Oui, j'aime beaucoup ce concept-là en stratégie, dans le fond. J'essaie toujours de définir, en fait, pour chaque organisation, en fait, puis ça, c'est pour tout le monde. Là. On doit être capable, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, être capable de simplifier notre modèle d'affaires, puis de savoir sur quoi on peut se concentrer, sur quoi on peut être les meilleurs. Donc, le jaune d'œuf, qui est le plus concentré, c'est si je m'en vais sur le site web de Third Bridge, puis je dis, c'est quoi le jaune d'œuf? Il faut que j'aille, pas un catalogue avec un menu pizza. Il faut, toutes les pizzas aux ananas, poulet, là, tu sais, tu dis sauce blanche, là, ça marche pas, là. Il faut absolument que je comprenne, si je m'en vais sur votre site web, c'est quoi la proposition de valeur unique, sur quoi on se concentre. Puis, le jaune d'œuf, ça, c'est une chose. Puis, le blanc d'œuf, ça ne nous empêche pas de faire autre chose. Par exemple, dans votre cas, c'est quoi votre jaune d'œuf? Vous vous concentrez sur le numérique? Vous êtes vraiment comme into it pour faire des transformations organisationnelles, j'imagine, puis aider les gens avec les outils. Mais ça ne vous empêche pas, des fois, de faire des petits mandats à droite et à gauche. Mais on dirait que les gens veulent tout mettre puis ils n'ont pas de focus. Fait que moi, je vais être une experte en hypercroissance et j'ai différents produits dépendamment de où tu es rendu dans ton stade, dans tes étapes de croissance. Puis est-ce que ce concept-là de jaune d'œuf, blanc d'œuf, ça t'a permis de prioriser aussi qu'est-ce que tu peux productifier en premier? J'ai l'impression que peut-être le blanc d'œuf, c'est là qu'on va aller productifier un peu, tandis que le jaune d'œuf, on va essayer de garder ça le plus personnalisé encore, peut-être? Le plus personnalisé, c'est ça, c'est ta valeur ajoutée. Je dirais, oui, ton point est bon dans un modèle de service. Dans un modèle de service, puis si tu es souvent solopreneur ou tu as une figure, une ambassadrice ou tout ça, fait que tu veux donner de la profondeur et de l'espace à cette personne-là pour que le reste suive, effectivement. Mais un exemple de jaune d'œuf, blanc d'œuf, moi, c'est que moi, je suis un coach où j'interviens, mais j'ai un background de Lean Six Sigma. Bien, ça, je ne le mettrai pas sur mon site web, mais je vais l'offrir aux clients s'ils en ont besoin. Mais c'est quoi l'identité, sur quoi je me concentre, c'est quoi ma valeur. Mais ça devient difficile d'être cohérent aussi. Là. Exactement. Si tu te mets à parler de toutes tes offres de service, les gens sont juste comme, OK, mais ils font quoi finalement en bout de ligne? Puis Dieu sait qu'on a une attention limitée quand les gens s'intéressent à nous, aussi bien tomber dans le jaune tout de suite. Exactement. Puis surtout aussi les différents modèles d'affaires qu'on a aujourd'hui, les gens, quand tu es une business de service, il faut que tu aies une spécialité, il faut que tu aies une proposition de valeur unique. Si tu es un MeToo, moi que j'appelle, dans le sens que tu veux être un mini-me, puis tu veux ressembler à lui, tu n'auras pas de valeur distinctive unique dans ta stratégie de croissance. Puis tu vas toujours avoir une pression sur tes prix, puis les gens vont te négocier. Mais si tu es capable de vraiment te concentrer sur ton jaune d'œuf, de productifier ce modèle d'affaires-là pour peut-être créer un petit peu plus de valeur puis de te concentrer, bien, je pense que c'est là que ça vaut la peine d'embarquer dans des beaux projets de transformation. J'en rajoute juste un petit peu, on enchaîne, mais on est là pour ça. J'ai rarement vu... j'ai fait une seule cohorte, évidemment, fait que prends ça avec un grain de sel, mais le concept de jaune d'œuf, blanc d'œuf a touché la cohorte au complet. Tout le monde est parti avec une réflexion à ce sujet-là. Puis c'est un puzzle pour tout le monde. C'est un casse-tête. Il faut tous se poser la question, quel est le jaune d'œuf, quel est le blanc d'œuf? L'image est tellement puissante, tout le monde est parti avec. Fait qu'encore une fois, c'est un effet de la simplicité du propos, justement, puis de l'image qui est forte. Tout le monde l'a retenu. Maintenant, on s'adresse à n'importe qui de la cohorte, on leur parle du jaune d'œuf, blanc d'œuf, puis pas nécessairement tout le monde a la réponse, mais tout le monde y a réfléchi. Fait que félicitations pour cette intervention-là. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Claude Dionne, en fait, qui avait amené cette idée-là de jaune d'œuf, blanc d'œuf. Puis j'aime l'idée très simple parce que, et surtout des fois avec nos équipes, tu sais, les équipes vont amener des opportunités, puis là, tu es capable de dire, ça rentre-tu dans le jaune d'œuf, ça, ou c'est du blanc d'œuf? Tu sais, tu dis, ben garde, tes vendeurs, là, ils t'amènent tout le temps du blanc d'œuf, puis tu fais pas bien de marge, puis alors que tu devrais aller chercher des mandats signature qui vont te faire passer au prochain niveau avec ton jaune d'œuf. Fait que, ben tant mieux si ça peut aider.
Bien, 100%. Puis je trouve qu'on peut faire le parallèle beaucoup avec les produits que nous, on bâtit. Tu as comme les core fonctionnalités que tu vas toujours te focusser là-dessus. Puis après, il y a tout le nice to have qui peut venir autour de ça, qui fait un peu partie du blanc d'œuf. Mais si on se met à tout faire les fonctionnalités qu'on veut faire, c'est sûr qu'on perd le focus, puis que c'est pas efficace, puis que c'est pas un bon produit en bout de ligne. T'es mieux de te concentrer sur l'offre que tu veux offrir avec le produit. Là. On fait vite le parallèle avec le PMV, produit minimum viable. Oui, c'est vrai. Oui. À toujours prendre en considération. On a tendance, en effet, à devenir ce qu'on appelle en anglais, on a beaucoup d'anglicismes dans notre milieu, puis ils sont pas tous faciles à traduire, mais feature factory, usine à fonctionnalité, c'est toujours une erreur. On a l'impression qu'on rajoute juste une autre fonctionnalité, puis là, ça va être le bon produit. Il n'y a pas de fin à cette conversation. Le produit ne sera pas bon tant que... exact. En fait, c'est l'inverse. Le minimum possible, si c'est bon, puis ça va fonctionner. Si ce n'est pas, mais tu viens de te sauver des budgets énormes de développement logiciel. Puis ça va être quoi la réalité de tout... C'est quoi le plus gros défi, en fait, des gens qui développent des produits? On t'écoute? C'est la commercialisation. Oui. Ils passent tellement de temps à peaufiner leurs produits parce que c'est leur dada. Ils aiment ça. Souvent, c'est le fondateur qui a développé son ERP ou sa plateforme ou peu importe. Puis là, il travaille là-dessus. Tu as un offre viable, va-t'en tout de suite commercialiser, tester le marché. Ça va être ça ton plus gros défi. 100%. Puis c'est là que tu auras l'heure juste sur la valeur réelle de ce que tu développes. Parce qu'en attendant, tu te racontes une belle histoire que c'est utile. Mettons-la à l'épreuve. Mais ça, c'est le nerf de la guerre avec nos clients, avec nous-mêmes, facile à dire, très difficile à exécuter. Exact. C'est la portion recherche utilisateur. Là. Oui, il y a de la recherche à faire au préalable avant de commencer quoi que ce soit puis de livrer toute ligne de code. Mais dès qu'il y en a un peu de ligne de code, aller tester directement, faire un peu de recherche à ce niveau-là quand le produit est entre les mains des utilisateurs puis ensuite itérer là-dessus. Là. Absolument. Vous, est-ce que vous partez de zéro, mettons, pour les besoins clients, dépendamment des besoins clients? D'une idée? Oui. D'une idée. Ça peut nous arriver de reprendre un produit qui aurait été développé par d'autres, typiquement, mais vois-tu, justement, niche, jaune d'œuf, on peut le nommer de bien des façons. Nous, on est pertinent quand c'est du développement sur mesure. Et ce que j'aime dire, qui est un peu plus poétique, c'est on développe des avantages concurrentiels. On numérise des avantages concurrentiels. Si on est en train de développer quelque chose qu'un compétiteur a déjà ou alors qui est en vente libre, alors là, c'est péché pour nous. Oui, je comprends. C'est logique. J'adore ça. Puis, quand on parle de productification, justement, je serais curieuse de savoir, parce que là, tu as accompagné de nombreux entrepreneurs vers ce switch-là, certainement. Ça ressemble... As-tu un exemple concret d'une entreprise qui a numérisé puis qui a productifié son offre de service que tu as envie de nous partager? J'en ai plusieurs, mais une qui me vient en tête, c'est une entreprise d'ingénierie, en fait, qui faisait des inspections. Et qu'ils ont décidé à ce moment-là, ils faisaient des inspections et ça amenait du volume à la manufacture pour réparer des rackings, des palettiers. Et cette ingénierie-là, dans le fond, ils ont développé leur propre outil, leur propre plateforme pour offrir aux clients une vision 360 de leur entrepôt avec des codes rouge, jaune, vert. Et de là a découlé une productification de l'offre, c'est-à-dire au lieu de dire « je vais attendre qu'ils m'appellent pour aller faire une inspection », voici les différents niveaux d'accompagnement qu'on peut faire pour toi. Tu veux-tu l'accompagnement? Là, je ne me rappelle plus exactement, mais tu sais, on comprend la logique de c'est quoi l'accompagnement or. On va te faire l'inspection de tous tes entrepôts. On va te faire un diagnostic. On va te recommander X, Y, Z. Après ça, tu as le bronze, argent, or. Donc, le modèle forfaitaire, d'une certaine façon, va beaucoup aider. Même vous, dans le sur-mesure, bien, le sur-mesure, tu le veux comment? Si tu y vas dans un modèle d'heure, bien, oui, c'est win-win peut-être pour les deux, mais en même temps, peut-être que vous allez être capable d'accélérer de par vos compétences. Vous allez être capable d'accélérer le processus décisionnel, le processus de création de l'app. Mais ça fait combien d'années que vous investissez là-dedans? Bien, il y a une valeur à ça. Fait que quand tu vends des heures, des fois, tu te fais prendre, tu sais. Donc, même chose avec des entreprises comme telles de services qui sont surtout régies, par exemple, dans la construction, où c'est des soumissions publiques, puis c'est le plus bas soumissionnaire. Je vais juste donner un exemple. Une entreprise qui investit dans l'intelligence artificielle, puis qui est capable de remettre ses rapports 2 fois plus vite par l'investissement qu'elle vient de faire de millions, mais qu'elle doit soumissionner encore des heures puis le modèle. Là, c'est là qu'il va bientôt arriver une dichotomie
dichotomie dans la productification. On couvre pas l'investissement. Exactement. Fait que là, il va falloir que les choses changent. Il y a du lobbying à faire pour que, justement, les entreprises qui sont avant-gardistes, qui veulent faire ces transformations-là, bien, il faut être capable de reconnaître la valeur pour la productification puis de dire, bien, ce produit-là, oui, ça prend 2 semaines de le sortir au lieu de 2 mois, mais il y a toutes des connaissances qui sont là. Ça fait des années que je productifie pour me rendre à cette vélocité-là. Fait qu'on peut pas juste me charger mon temps. C'est brillant. Puis là, attention, cette phrase-là, on l'entend souvent, puis elle est dangereuse parce qu'il n'y a pas d'autre modèle finalement, mais ce concept du plus bas soumissionnaire, bon, on sent que c'est pas la bonne façon de trouver le meilleur. Exact. On est d'accord. Oui, tout à fait. Fait que dans ce virage-là de cette entreprise-là, eux, ils sont allés vers le... Tu les as vus utiliser le numérique pour productifier, puis quels ont été les impacts concrets qui ont été constatés? Constatés, bien, en fait, c'est d'être capable de doubler, tripler une capacité, mais pas en nécessairement doublant le nombre d'individus qui fait les inspections, qui fait ces choses-là. Puis ça, je pense que, tu sais, c'est là que les gens aujourd'hui ont un regard. Est-ce que le AI va nous faire perdre des postes, des ci, des ça? Non, mais il faut être bien structuré à l'interne pour maximiser la valeur et la contribution de nos joueurs clés dans l'organisation. Fait que d'où la productification, de leur donner les bons outils pour avoir un impact plus grand, pour être capable de croître notre capacité. Pour aujourd'hui, une entreprise qui dit, je vais doubler mon chiffre d'affaires, je vais doubler mon monde, ça marche pas, là. C'est comme si tu doubles ton chiffre d'affaires, OK, ben ça va être quoi ton ratio de main-d'œuvre versus celle-là? Comment tu peux l'aider? Fait que c'est toutes des réflexions d'affaires où l'investissement va valoir la peine. T'allais-tu dire quelque chose? Ben, je l'aime bien, cette métrique de ton chiffre d'affaires divisé par le nombre de têtes, finalement. Puis c'est celle-là qui élabonne pas le chiffre d'affaires en tant que tel. Il faut qu'il soit divisé par le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Puis c'est des ratios. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'étais pas plus tard que la semaine passée, je faisais une retraite stratégique avec une firme comptable et j'avais les 12 associés. Puis là, ils veulent mettre l'intelligence artificielle, mais là, il y a des craintes. Puis là, il y a une gestion de changement difficile aussi. Hein? On le sait, quand on embarque dans le numérique, la gestion de changement, l'humain va souvent être le goulot. Et finalement, ben là, je leur ai dit, vous devez travailler sur une portion, tu sais, qu'on parle, en anglais, on appelle ça le LER, le Labor Efficiency Ratio. C'est quoi ton ratio par unité d'affaires? Et ce ratio-là, ben, retourne dans le temps, sois capable de mesurer, par exemple, ton profit sur ton coût de main-d'œuvre, ça va te donner un ratio. Bien là, aujourd'hui, les gens ont la gâchette facile de dire « j'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe, j'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe », mais ils ne prennent pas le temps de développer, former. On utilise les outils, c'est prouvé, de 5 à 10 % de leur plein potentiel. Alors là, il y a comme un gros manque. Puis là, on veut du monde. Et là, qu'est-ce que ça fait dans les organisations? Bien, tout le monde effrite leur marge. Puis là, on a de la misère à survivre. Fait que là, il faut changer la donne. Il faut se mettre des métriques qui vont apporter les bons comportements dans les organisations pour qu'il y ait une valorisation à la productification. 100%. Puis est-ce que tu remarques dans tes interactions avec les entreprises, avec les entrepreneurs, c'est majoritairement au Québec ou c'est... Oui. OK. Francophonie qui était ta cible depuis le début, n'est-ce pas? Oui, bien c'est ça, parce qu'on est 250 coachs à travers le monde et moi, je suis la représentante francophone et j'ai les droits d'auteur francophones. OK. Fait que je me suis concentrée dans un marché francophone, mais c'est sûr que des fois, je vais intervenir aux États-Unis pour des amis, des trucs comme ça, mais c'est pas mon jaune d'œuf. C'est pas ton jaune d'œuf. Je comprends. C'est quoi le statut en ce moment? Où est-ce qu'on se retrouve au Québec au niveau de l'intégration d'intelligence artificielle dans les pratiques, dans le quotidien des entreprises? Est-ce que tu penses qu'on est à l'avant-garde ou on est loin encore? Je pense qu'on est vraiment en retard. Hein? Il y a quelques entreprises qui se démarquent, mais vraiment en retard. Puis c'est drôle parce que j'ai mis justement un post... de Peter Diamandis. Si vous avez une chance d'écouter, c'est lui, c'est un gourou d'intelligence artificielle, c'est un médecin de formation. Il y a un podcast aussi. Moi, j'ai toutes les nouvelles technologies, c'est incroyable. Puis lui, il a dit, aujourd'hui, si vos employés ne s'auto-forment pas en AI, vous êtes déjà en retard. Fait que là, c'est même plus une question d'apprendre à nos employés le AI. C'est qu'aujourd'hui, la compétence, c'est une curiosité,
intellectuelle d'aller chercher les bons outils pour toi. Puis oui, si tu as trouvé des bons outils qui devraient devenir un niveau corporatif, tout ça, mais il y a cette notion-là. Puis là, moi, j'ai écrit dans ma gang de mastermind, je leur ai dit, je l'ai écouté, j'ai dit, vos joueurs A aujourd'hui, là, vous ne devriez pas être en train de les pousser pour faire du AI. C'est eux qui devraient tirer après vous. Cette nuance-là, je pense, c'est un développement de compétences, un développement de s'assurer d'avoir les bonnes personnes, d'avoir une curiosité. Et les entreprises que je vois qui évoluent, tu as tout le temps, par exemple, le chef, le CMO, le Chief Marketing Officer, qui est un adepte de l'intelligence artificielle, puis là, il a tout automatisé. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec une entreprise d'éclairage où le chef de développement de produits a tout automatisé ses trucs sur Monday. Il m'a montré comment il faisait. Il est capable de gérer, je pense qu'ils ont 800 SKU, toute la gestion de projet de ça, etc. Mais comprends-tu qu'il y a cette curiosité-là de s'organiser puis de trouver les outils? Mais c'est ça qu'on a de besoin. C'est pas non plus l'employé d'attendre. Ben là, quand il va avoir un projet, je vais embarquer. No way, là, tu sais, la vie. Là, ça va trop vite aujourd'hui. Fait que sois curieux pour toi. Ça peut t'aider autant dans ta vie personnelle que professionnelle. On le sait. Définitivement. Tu fais écho à quelque chose que j'écrivais hier qui a fait réagir un peu sur LinkedIn. On devrait utiliser le AI tous les jours. Puis si tu sais pas comment ou pourquoi, demande-lui. Oui. Ça a fait réagir un petit peu, mais en vrai, c'est ce que ça exprime. On est dans un monde où les outils se multiplient. On ne sera jamais à jour. Il faut oublier le concept, justement. J'ai maîtrisé l'intelligence artificielle, puis je ramène mes expertises, puis là, je suis à jour, je vais vous montrer comment l'utiliser. Demain, c'est plus vrai. Fait que c'est un peu ce que tu décris. Moi, je me dis, c'est la seule responsabilité d'un professionnel de nos jours. Oui. Utilise-le pour ton besoin métier, puis découvre comment il peut être utile. Ça va être différent pour toi que ton voisin qui a le même rôle, même description de tâche. On l'utilise tous différemment, fait que c'est notre curiosité, en effet, qui devrait nous Et cette driver. Curiosité-là devrait être partagée avec une intelligence collective. Et c'est là que l'humain embarque. Puis de dire, ben c'est quoi, hey, moi, j'ai fait ça de mon côté, j'ai arrivé telle affaire. Tu sais, t'as vu à l'école, tu sais, moi, je suis encore ma tante là, avec mes post-it, là, puis mes crayons fluo, là, puis j'aime ça. Il y a encore de la place pour ça aussi. Il y a encore de la place. Mais là, vois-tu, on a trouvé une façon de rentrer dans l'intelligence artificielle, de nous émettre des rapports. Tu sais, moi, j'évolue dans ma pratique. Donc, quand je fais une intervention de 3 heures en coaching privé avec un président, je vais dire, est-ce que tu me permets de t'enregistrer? Je vais être capable de te faire un rapport après. Donc, je viens bonifier ce que je fais, structurer mes idées, je sauve du temps. C'est sûr que je vais toujours mettre de l'intelligence. Là. L'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Mais c'est ma responsabilité à moi comme coach d'évoluer, d'amener des solutions. Mais c'est la même affaire pour tout le monde. Puis oui, je suis d'accord, l'utiliser à tous les jours. Là, 100%. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, que ça doit venir des individus eux-mêmes, là, de pas, on n'a pas besoin de fixer des objectifs puis de le mettre dans le plan de développement. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite quand même que tu feras un projet. OK, cette année, nous allons former sur l'intelligence artificielle, nous allons développer. Regarde, saute dans le bain, apprends. Puis à un moment donné, oui, il peut avoir un ERP avec une intelligence artificielle, mais là, tout le monde va tellement l'avoir expérimenté que la gestion de changement va être plus vite. T'sais. Fait que c'est plus... C'est drôle, j'ai fait un podcast avec Philippe Boulanger qui nous a parlé de culture innovationnelle dans les organisations. C'est mon dernier podcast que j'ai fait avec lui. C'est un Français, il vient d'écrire un livre. Puis il parlait comment le tout passe par l'humain. Fait que, tu sais, des fois, on dit les 3 goulots à la croissance puis toute la patente, là. Ben, c'est ça. C'est l'humain qui est vraiment la base de tout ça. Puis, justement, est-ce que les 3 goulots, c'est les 3 piliers qu'on parlait? OK. Fait que c'était infrastructure, marketing et leadership. Yes. C'est ça? Exact. Est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur ces 3 piliers-là? Fait que dans le fond, ce qu'on dit de façon, mettons, générale, n'importe quelle entreprise en croissance va avoir 3 goulots. Oui. Le premier, c'est le leadership. Puis là, pourquoi c'était le leadership? Tu sais, on dit les humains, oui, à la base, mais le leadership est important. Si j'ai l'équipe de direction et ces direct reports, là, ces cadres intermédiaires, qui sont tous sur la même longueur d'onde et qui se développent en intelligence artificielle et qui adoptent le changement, ça va super bien aller. Mais c'est quoi la réalité? On manque de développement de leadership. Il y a même une étude de McKinsey qui a prouvé qu'il y a seulement 5% des organisations en Amérique qui ont réellement des plans de développement pour les employés. Okay. Puis plan de développement aujourd'hui ne veut pas dire je m'en vais faire un cours. C'est correct d'aller faire un cours. Tu sais, l'Institut de leadership, c'est le fun d'aller là-bas, mais il y a
Là, c'est là qu'on embarque dans le développement personnel, la curiosité. C'est sous différents axes. Donc, le développement du leadership, premier goulot. Les gens aujourd'hui n'ont pas la capacité. Puis regardez aujourd'hui, là, tous les gens sont occupés. Puis ils n'ont pas le temps. Ah non, pas le temps, moi, de faire ça du AI. Mais c'est parce que tu n'auras jamais le temps si tu ne le prends pas. Donc là, la responsabilité des entrepreneurs, des équipes, c'est de créer l'espace et le temps. De faire des lunch and learn, de dire, OK, c'est quoi nos meilleurs coups? Moi, j'ai fait ça. Tu sais, moi, je suis une petite entreprise. Puis à chaque semaine, lorsqu'on faisait notre rencontre hebdo, il fallait qu'ils me disent, mes collègues, il fallait tout avoir un point qu'on a amélioré dans la dernière semaine en utilisant le numérique ou la technologie. Fait que ça fait 3 semaines que tu n'as rien fait, puis tu es juste dans ton opérationnel, bien là, tu es déjà en retard. Ouais. T'sais? Fait que, mais c'est pas parfait, là, tu sais. Puis oui, on est sûrement en retard dans bien des affaires. Le contexte, mais c'est les gens créer la culture de transformation et de se permettre d'être impliqué. Fait que ça, c'est le développement du leadership. Le deuxième, l'infrastructure. Et là, c'est là que vous pouvez nous aider. Quels sont les outils, les technologies qui sont nécessaires pour simplifier le travail des gens, pour leur permettre de bien évoluer et d'avoir du temps et de l'espace pour travailler. Travaille encore sur un fichier Excel, puis que la personne apprend 2 jours à faire ton tableau de bord, alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions novatrices qui vont avoir un Python, tu vas avoir l'information en temps réel. Ben là, on s'entend-tu qu'il y a un décalage, et là, c'est là qu'il faut faire appel à des gens comme vous pour vraiment investir, mais tu le gagnes en temps. Tu sais, je veux dire, vos projets, il y a toujours, je suis sûre qu'il y a toujours un ROI sur vos projets, tu sais, un retour sur l'investissement. C'est une obsession. Difficile à prouver parfois, mais oui, on en parle ben, théoriquement, on le mesure empiriquement, c'est une obsession, le ROI. C'est ça, exactement. Et le troisième élément, dans le fond, développement de talent, on a l'infrastructure et on a le marketing. Et là, c'est là qu'on a des gens qui vont être passionnés par leurs produits, passionnés par ci, passionnés par ça, et ils ne sont pas capables d'avoir un marketing qui leur permet d'avoir une proposition de valeur unique sur le marché. Et qu'est-ce qui te différencie vraiment? T'sais, et c'est là, justement, peut-être l'avantage de la plateforme qui va te différencier parce que tu es capable de faire tes rapports en 2 semaines, ce que quelqu'un va faire en 2 mois, ton compétiteur. Là, ça devient un avantage compétitif. Est-ce que tu es capable de le positionner, de le faire vivre? Et il y a 2 choses dans le marketing. Il y a le marketing de positionnement de la marque, oui, le brand, tout ça. Mais il y a aussi le marketing de marque employeur. Et aujourd'hui, il faut être capable d'attirer des gens qui nous ressemblent, qui fit dans l'organisation. Oui, puis la marque employeur, j'ai l'impression que c'est plus depuis... Bien, tu sais, c'est un concept qui existe depuis toujours, là, mais depuis la pandémie, là, c'est comme le marketing d'employeur. Là. C'est pas un concept qu'on entendait parler. Il n'y avait pas nécessairement des gens qui avaient un rôle en marketing pour attirer les talents et tout ça. C'est ça, c'est comme plus important depuis cette période-là. Puis c'est intéressant de voir les gens se développer là-dessus puis mettre plus d'efforts là-dessus. Là. Mais je vais mettre une nuance. C'est qu'aujourd'hui, dans le marketing de marque employeur, il y a comme une mode, là. On va mettre une table de ping-pong, on va mettre... nous autres, on est hot chez nous, on a du popcorn le vendredi, puis on boit de la bière. Puis là, si tu regardes un peu la grande tendance quand on parle de marketing de positionnement, et j'aime beaucoup Sarah de La Talenterie, qui est une femme exceptionnelle, qui est venue d'ailleurs sur mon podcast, qui, elle, a compris la game de rémunération globale intégrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme une dichotomie de dire, il faut avoir une culture le fun, puis après ça, il faut que j'y offre un salaire. Mais aujourd'hui, le salaire, si l'employé hésite ou est prêt à changer pour 2 piastres, c'est parce que tu n'as pas été bon à vendre ta salade. Fait qu'elle, elle parle de rémunération globale. Rémunération globale veut dire, et son approche, je l'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand tu fais du marketing, tu peux-tu dire, toi, comme entrepreneur, parce qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, les entrepreneurs? Tu fais rien que les gens veulent des salaires plus élevés, plus élevés, veulent travailler de la maison, ta culture s'effrite, puis là, tu essaies de faire des affaires. Puis... Fait qu'elle, ce qu'elle dit, c'est, on va avoir une économie totale de ta masse salariale sur le long terme, mais on va offrir à l'employé ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, mon mari est policier, par exemple. Il y a une super assurance, il est blindé. Fait que moi, je la veux pas, ton assurance collective. Par contre, je suis une jeune maman, j'aimerais ça finir à 3 heures pour aller chercher mes enfants à 4 heures. Je suis prête à prendre un sacrifice là-dessus. Donc, les organisations, on offre le même package
que toutes les autres organisations. On n'est pas capable d'avoir une flexibilité, puis on n'est pas capable non plus d'avoir un calcul business de dire... Fait que là, tu y vas cas par cas, puis là, ils te menacent, ils partent, puis là, tu redonnes un autre 5 000, mais là, ta marge, elle fait juste s'effriter. Fait que le marketing employeur, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qu'on fait bien, c'est quoi nos fondements, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'organisation qui va faire du bien à l'individu. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus une approche personnalisée. Ouais. C'est un buffet, tu sais, de dire, OK, ben moi, sais-tu quoi? Moi, j'aime mieux le temps partiel. Les organisations sont même pas capables d'offrir du temps partiel. Mm-hmm. Après ça, j'aimerais ça avoir, pas d'assurance collective, mais j'aimerais ça avoir une assurance dentaire parce que, vois-tu, j'ai un problème X ou peu importe. Mais tu sais, faut designer ça. Et les organisations ne prennent pas de temps pour faire ça. Prennent pas de temps non plus de dire, c'est quoi mon produit ou l'évolution de mon produit, moi, ça va être quoi dans 3 ans? Ça va être quoi mon jaune d'œuf dans 3 ans? Mm-hmm. Comment je me positionne maintenant pour vraiment être reconnue dans mon domaine, dans mon expertise dans 3 ans? Fait que c'est les plus gros défis que je vois dans les organisations. Oui, ça résonne beaucoup. On a des invités, on a le programme Teddy. On a réalisé en effet que le buffet est pas mal plus attirant que finalement la formule universelle. Oui. C'est facile à dire, encore une fois. Ouais. Puis, on essaie de le personnaliser de plus en plus. Mais bon, Teddy nous aide beaucoup. C'est plutôt que... Tu vois ce que c'est, une plateforme? Oui, j'en entends parler beaucoup. Tu te fais verser une espèce d'allocation, puis tu la dépenses sur ce que tu veux bien, puis ça remplace... Ça pourrait, en fait, te couvrir tes besoins en assurance dentaire. Si c'est de ça que tu as besoin, ça peut aussi payer la bouffe de ton chien. Typiquement, c'est moi c'est ce que ça fait. Là. Ouais. Fait qu'en effet, un petit degré de personnalisation, une très belle plateforme, fait qu'on les plug, mais c'est pas suffisant. Je pense que ça va plus loin que ça. Fait que continuons d'y réfléchir. Nous, on n'a pas la solution encore. Toi-même, chez toi, est-ce que... Bien, moi, je vais vous dire une solution qui marche vraiment bien, là. En fait, pour la rétention. OK, la rétention. Puis là, je vais faire la rétention. Fait que oui, ça prend, tu sais, comme la structure de base. Là. C'est-à-dire que si tu es toujours sous le marché, tu ne pourrais pas avoir... Mais à partir du moment où tu es compétitif, à partir du moment où tu as des beaux avantages, etc., bien là, c'est relié à la culture. Puis le temps qu'on met sur la culture. Mm-hmm. Mais une chose qui marche, là, que je demande à tous mes clients de faire, c'est d'avoir un groupe Facebook privé. OK. Surtout quand tu es multisite. Et là, pourquoi je dis un groupe Facebook privé, c'est que quand tu... puis là, j'ai plein de clients là, qui ont dit « Ah non, nous avons un intranet, nous avons un channel team qui partage les bons coups. » OK, mais ton gars de shop, le soudeur, il l'a pas, son channel team, tu sais. Puis là, ton Roger, là, le soir, penses-tu qu'il va aller sur Team ou qu'il va aller sur l'intranet? Non, il va scroller sur Facebook, tu sais. Fait que là, tu vas me dire, la nouvelle génération ne sont plus sur Facebook. C'est sûr que ça va être remplacé, mais pour le moment, j'ai comme l'impression que c'est le meilleur outil pour que les gens puissent vivre et ressentir la culture. Et pourquoi je dis ça? C'est que tu joues dans la tête de ton monde. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je m'en vais sur un groupe Facebook de mon client qui réalise 30 rêves d'employés et que chaque employé doit mettre son rêve avec les photos de ce qu'il a fait sur le groupe Facebook, puis qui s'en va là-dessus, puis il voit un autre, il va le passer sur son menu déroulant, puis là, qui montre ça à sa femme, puis il dit « Hey, regarde, c'est hot, Damotech, on a fait ça. Hey, on a fait un barbecue, voici ce qui est arrivé, voici ce qui était l'avant. » Fait que, et ça, c'était... David, qui a écrit le livre Fanocracy, qui dit You have to go where your people are. Fait qu'en marketing, tu dois aller là où les gens sont pour leur communiquer. Fait qu'aujourd'hui, des gens qui font des infolettes, des journaux internes, des intranets, je suis comme, hey, garde ça simple, là. Tu sais, Facebook, là, il se peuple par ben du monde. Puis souvent, la majorité des gens vont l'avoir parce qu'ils ont besoin de communiquer avec leur famille. Mais en même temps, si tu fais juste mettre du positif, les gens se rappellent. Sinon, les gens se rappellent pas tout ce que tu fais pour eux autres. Puis là, c'est là que tu peux faire un sommaire au trimestre quand tu fais des town hall meetings ou des rencontres d'employés. Bien là, tu as tout ton data qui est là. Puis là, tu dis, hey, gang, voici ce qui s'est passé dans les 4 derniers mois. Merci, X, Y, Z. Et le président... Je pense à une de mes clientes, Julie Roy, là, elle a 3000 employés, puis tous ses employés, elle a son 80% des employés qui sont là-dessus. Bien, elle est capable d'aller sous une image de quelqu'un qui fait le ménage des toilettes à l'université puis de dire « Bravo, je suis fière de toi ».
Quand est-ce que Julie, la présidente de 3000 employés, elle peut dire un feedback comme ça? Oui, elle fait des tournées de terrain, mais c'est comme si ça mettait tout le monde sur le même plancher. Puis les présidents peuvent avoir un contact direct peut-être avec les employés plus terrain, qui est plus difficile au fur et à mesure que l'organisation grandit. Puis, hey, bravo, c'est super ce que tu as fait, etc. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça quand c'est simple. C'est là que les gens sont. C'est intéressant, ça me fait penser, là, c'est pas le même scale que quelqu'un qui a une entreprise de 3000 personnes, mais notre président, Pierre-Étienne, on le salue, lui, dans le fond, l'équipe, avec la distance, le télétravail, il disait « Ah, Pierre-Étienne, on sait pas ce que tu fais dans ta journée, dans le fond. » Parce que PA, il est plus au développement des affaires, toujours à gauche, à droite, toujours sur la route. Donc, ils n'ont pas nécessairement une visibilité sur qu'est-ce que Pierre-Étienne a accompli dans sa journée. Donc, Pierre-Étienne, il a décidé de se faire un Instagram privé, puis parce qu'il ne veut pas nécessairement se mettre à mettre des stories sur son propre Instagram. En fait, je ne pense pas qu'il a son propre Instagram, mais il a fait un Instagram privé sur lequel il a juste invité les membres de notre équipe. Puis à tous les jours, il vlog qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée. Il fait des petites stories. S'il y a des gens qui ont accompli des bons coups, il va mettre une story en félicitant la personne. Puis c'est vraiment le fun. C'est super ludique. C'est pas compliqué. Il accepte les gens pour qu'ils le suivent. Il accepte personne d'autre que les gens de la compagnie. Puis ça le fait une belle différence. Là. Ça le rend plus accessible aussi dans un sens. Plus accessible, mais moi, je pense qu'il y aurait lieu que vous aussi, vous puissiez partager. Bien, c'est sûr. Hein, je le vois aller, puis ça m'inspire beaucoup après ça. Moi, le jour où je vais devoir faire les stories, là, je vais adorer. Oui. Mais tu comprends, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est t'es content d'avoir cette information-là de ton président. Ouais. Mais présentement, c'est push. Mm-hmm. Mais il faut que ce soit circulaire. OK? Faut que. Puis c'est ça, regarde n'importe quelle nouvelle plateforme, tu commandes, il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut avoir l'information de Virginie. Puis c'est quoi le projet marketing que tu as fait aujourd'hui qui est malade? Puis que la compagnie sache que tu es monté en auto, tu es arrivé telle affaire. Tu sais, c'est là que ça crée l'espèce de momentum. Fait que moi, j'adore l'idée, mais faites-le dans les deux sens. À l'échelle. Oui. OK, ben on y pense. Il faut qu'on retourne à Québec à ce soir, de toute façon. On va réfléchir, exact. C'est là que les meilleures idées émergent quand on fait le petit 2h30 de route Québec-Montréal. Excellent. J'aimerais ça passer un peu plus à ton ambition, ton BHAG. Alex il nous rend un peu plus familier avec la terminologie du but hautement audacieux et grandiose. C'est ça, parce que en anglais, c'est Big, Hairy, Audacious Goal. C'est ça. Toi, tu l'as traduit pour ne pas changer les lettres. Exact, c'est ça. Fait qu'on a vu que tu voulais avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs d'ici 2025. 2025, c'est maintenant. Ouais. Est-ce que tu y es arrivé? Oui. Ah ouais? Fait que, en fait, j'y arrive. Là, il me reste encore 3 mois, là, quand même. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, d'avoir un but ultime, qu'on se projette, en fait, dans le futur. Puis ça, les organisations ne le font pas assez. Puis ça sont toujours dans de l'opérationnel. Puis ils ont toujours l'impression d'éteindre des feux. Mais quand ton objectif futur est très, très clair, c'est là que ça va venir et que tu sais que sur quoi tu veux te concentrer, ton fameux jaune d'œuf, c'est là que ça va venir orienter les opportunités qui vont se présenter à toi. Donc, mon premier BHAG à moi, c'était d'être reconnu comme la référence en francophonie dans l'organisation Scaling Up. Puis, je m'étais mis une mesure, je me suis dit, le président, le fondateur de Scaling Up va être obligé de venir à Montréal puis de parler devant 500 entrepreneurs francophones. J'avais aucune idée comment faire ça. Mais c'était comme, je me suis dit, regarde, si je fais ça, là, il va se rappeler de moi. Ouais. Mais ça, c'est arrivé le 19 avril 2017, je pense. Dans le fond, Vern est venu et à ce moment-là, j'accompagnais le groupement des chefs d'entreprise, le CA. Et ils faisaient leur événement, le G500. Et je disais, sais-tu quoi, pourquoi on n'inviterait pas Vern? Puis moi, j'étais en train de faire la traduction du livre. Il faut savoir que le livre, il n'y a pas personne, il n'y a aucune maison d'édition qui a voulu me traduire le livre parce que quand c'est du business, c'est pas des gros volumes. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 de vendus. C'est un best-seller pour le Québec. Juste nuance. Il fait pas d'argent, mais c'est un best-seller pareil. Mais c'est ça, fait que j'ai fait le lancement de ce livre-là. Et ça m'a permis, dans le fond, d'accepter l'opportunité de traduire, d'investir pour atteindre mon BHAG. Lorsqu'on atteint notre BHAG, on en remet un autre. Fait que mon prochain, c'est 100 000. Un impact sur 100 000, puis je savais pas comment j'allais mesurer ça, mais ce que je voulais, c'était sortir du carcan
Cléo, elle coach 20 entreprises par année, puis elle s'en va avec sa voiture chez un client, elle fait sa journée, elle repart, puis elle est limitée par un nombre de journées. Donc là, je me suis dit, moi, je veux avoir un impact sur 100 000. Et c'est là que j'ai parti le podcast. Donc, c'est dans ma mesure de podcast et des écoutes. C'est comme ça que j'ai décidé de le mesurer. Puis je me dis, ben regarde, si j'ai 100 000 écoutes de mon podcast, puis là, c'est plus les gens que j'ai accompagnés, les ci, les ça. Ouais. Ben là, on est aux alentours, on est proche. Là, on est dans le 85 000, quelque chose comme ça. Mais je me dis, j'ai eu un impact positif dans la vie de ces entrepreneurs-là. Puis souvent, les podcasts, puis c'est ça, c'est bien, vous êtes rendu à 33 parce que c'est quoi, 90 % des podcasts ne font pas plus de 10 épisodes. Ils lâchent vite. Ouais. Fait que là, quand t'arrives, ben moi, je me dis, sur 115 épisodes, je suis rendue à peu près à 85 000 écoutes. Ben là, ça valait la peine de le faire. J'ai pas lâché. Les gens le connaissent, le savent. Donc, c'est ça. Bien, félicitations. Ouais, impressionnant. C'est très cool. Puis c'est, en tout cas, là, je parle d'expérience de podcast. Là, je pense que c'est facile là, de vouloir lâcher à un certain point. Là. Oui. T'es comme, moi, c'est beaucoup de temps à investir là-dedans. Est-ce que ça vaut la peine? Et surtout si tu n'as pas nécessairement de retour sur investissement monétaire. C'est dur à mesurer, n'est-ce pas? Exact, c'est très dur à mesurer. Nous, c'est plus en termes de notoriété là, qu'on va aller le mesurer. C'est ça, l'impact sur Third Bridge. Oui. Mais c'est bravo d'avoir été résiliente et d'avoir continué parce que je comprends que ça peut être tentant d'abandonner. Exact. J'avais beaucoup écouté le podcast de Lewis Howes, qui Greatness, The School of Greatness, qui m'avait inspiré. Puis lui avait dit, si tu embarques là-dedans, et aucune attente, et fais-le pour 3 ans. Puis je m'étais partie dans cette optique-là de dire, je le fais pour 3 ans, aucune attente. Mais aujourd'hui, j'arrive à l'école d'entrepreneurship de Beauce. La majorité des gens vont l'avoir écouté. Ah oui, tu parles de lui. Oui, j'ai écouté le podcast. Fait que ça permet justement de rendre accessible, tu sais, aussi, parce que je suis seule. Fait que je peux pas accompagner des milliers et milliers de personnes, d'où la productification, mais d'où le podcast rend accessible. Puis là, je suis en train de penser à mon prochain. Un nouveau concept de podcast? Non, nouveau concept de BIAG. OK, oui, bien sûr. OK, parce que 25 100 000, fait que là, ça va être quoi la next phase? Destination. Fait que là, je vais probablement être dans j'ai pas dit ça à nulle part, mais je vais probablement être dans la transformation et l'impact encore plus grand pour les entrepreneurs. Mais je vais garder ça secret. Ben oui. Gardons ça secret, mais je suis quand même curieuse de savoir... Qu'est-ce qui, pour toi ou pour l'équipe d'Hypercroissance, est vraiment synonyme de succès, on a un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée? Fait que la raison d'être qu'on a, c'est toujours été inspirer et être complice du succès des entrepreneurs. Donc, l'idée de la productification, est-ce que c'est un produit qui inspire? Fait que ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais le être complice, c'est que j'ai pas un désir d'être conférencière. Parce que tu te fais juste inspirer, tu t'en vas. Mais moi, je vais être complice. T'sais. Je veux voir Alexandre, je vais le suivre sur les réseaux sociaux, je veux voir comment va Third Bridge, comment ça va. Je fais les demandes à tous les gens, je vais voir vos profils, je me donne, mais j'aime ça, justement. Donc, le être complice est très important. Mais je te dirais que j'ai eu un cancer en 2022, puis ça amène beaucoup de réflexion. Et l'évolution de cette raison d'être-là, ce qui me passionne encore plus, puis si je vais un petit peu plus en profondeur, ce que je veux arriver à faire, c'est connecter la tête et le cœur des entrepreneurs. Fait que ça, c'est pas mal un peu l'évolution de ma raison d'être. Au lieu d'inspirer puis d'être complice puis de productifier, je veux peut-être en faire moins, mais vraiment connecter la tête et le cœur parce que quand l'entrepreneur est déconnecté puis qui est sur la dopamine de croissance, ça va bien aller. Non, je te le dis, ma blonde, là, je vais faire ce deal-là, puis après, je vais être correcte, puis c'est never enough, jamais assez. Bien, c'est là qu'à un moment donné, je trouve que ce n'est pas synonyme de succès, pour revenir à ta question. Fait que je pense que le succès, c'est lorsque tu es en santé, tu es très proche des gens que tu aimes et tu as un succès en affaires. C'est une très belle réponse. Hypercroissance professionnelle et personnelle. Exactement. Très, très intéressant. J'ai aimé ça comme réponse. Puis j'aime aussi le côté, au-delà de justement, on peut être trop dans notre tête, trop sur la dopamine, comme tu dis, mais aussi perdre la passion aussi à long terme. Là, si tu es trop dans l'hypercroissance, justement, puis que tu oublies pourquoi initialement tu as pris la décision d'être dans ce field of business-là. Je pense que ta mission est bonne aussi de juste rendre la relation avec le travail plus sain là, pour ces gens-là. Exact, plus sain. Puis aussi une évolution
d'évolution. C'est-à-dire que on va avoir une transformation dans nos modèles d'affaires avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir des grosses transformations. Exact. Et je trouve qu'on n'est pas équipé pour vivre des transitions. Et les gens sont beaucoup réactifs. Et il y a comment d'entrepreneurs, je dirais, seniors, qui ne sont pas capables de laisser aller leur business. Ils n'ont pas de relève. Les enfants s'en vont. Tu sais, des histoires d'horreur de même comme ça. Je me dis, pourquoi lui n'a pas redéfini une nouvelle raison d'être, un fameux purpose, là, le fameux why de Simon Sinek, pour ces 50 prochaines années? Puis il n'y a pas ça. C'est comme on est dans la petite roulette du hamster, là, puis on y va à fond la caisse. Je trouve que la nouvelle génération sont beaucoup plus brillantes que nous. Ils sont capables de dire non, moi, c'est important, je vais prendre soin de moi, je vais prendre. Fait que c'est ça. Fait que tout ce sujet-là de tête et cœur, transition, c'est vraiment un sujet qui me passionne de plus en plus, qui donne, je dirais, peut-être plus de sens à mon coaching sans dénaturer mon jaune d'œuf, ce que j'ai toujours bien fait. J'adore ça. Mais quand on parle d'évolution de modèle d'affaires, ben c'est ça. Puis la technologie va certainement permettre de déléguer certaines tâches puis de croître d'une manière que les humains vont pouvoir se concentrer davantage sur eux puis travailler davantage sur eux-mêmes au lieu de travailler dans la business directement. Exact. C'est ça, tu sais. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment quand le futur et tout ça, c'est la croissance humaine. Oui. Mais l'utilisation des technologies pour rendre ça possible et accessible, tu sais. Puis moi, ultimement, je veux créer de la valeur pour avoir un impact. Ça me rappelle un peu quand on a commencé la conversation. Tu ne voulais pas devenir gestionnaire, tu voulais continuer d'être dans l'action parce que c'est la passion. Puis c'est probablement comme ça qu'un entrepreneur, peu importe lequel, commence sa carrière d'entrepreneur. Puis à un certain point, à devenir gestionnaire, c'est valorisant aussi, là, je ne minimise pas, mais ça reste que si tu es moins dans l'action, tu vis moins ta passion. C'est un peu ça aussi que la technologie va venir pallier à un certain point. Peut-être qu'on peut continuer de vivre la passion en connaissant de la croissance, sans justement se diluer en étant un gestionnaire qui délègue sans exécuter. Puis il faut que tu investisses pour arriver là. Il faut que tu structures. Il faut que tu t'entoures des meilleurs. Ces temps-ci, l'investissement est frileux, n'est-ce pas? On excuse tout le monde. Les facteurs géopolitiques, macroéconomiques, on les connaît, mais voilà, c'est frileux ces jours-ci. C'est incroyable. Mais en même temps, c'est là que les gens vont se démarquer. Puis, prenons un risque. Exact. Puis si on va sur un angle un peu plus visionnaire pour clore la discussion et l'entrevue, qu'est-ce qui, selon toi, dans 5 ans, les 5 prochaines années, quelles sont les tendances? Où est-ce qu'on s'en va au niveau de la croissance des entreprises? La croissance des entreprises. Je pense que ça va être les gens qui vont être capables de vraiment réussir, les entreprises, les organisations qui vont être capables de réussir, va être les organisations qui vont être capables de combiner culture et technologie. Donc, culture, pour moi, étant favoriser l'humain, développer l'humain, tout ce qui entoure ça, et d'investir en technologie. Et souvent, je trouve qu'il y a une dichotomie. C'est soit un ou l'autre. Alors, moi, je vais mettre tout en place, mais je vais tout automatiser, puis tout va être correct. Mais non, investis dans tes humains et la technologie, je pense que ça va être ça, la clé du succès. Puis, quand on parle d'investir dans les humains, il va y avoir une évolution dans les rôles, les responsabilités, c'est sûr, et d'avoir la bonne technologie, d'où notre idée de revenir, la grande tendance, les entreprises qui vont performer, les entreprises curieuses, qui vont être capables de faire de l'innovation. Bien, c'est une excellente réponse. Et là, la vraie dernière question. On n'a plus les questions dans le chapeau, mais j'aime vraiment la poser quand même. On la pose à tous nos invités. Quelle est l'application mobile la plus utilisée dans ton téléphone? Ah, bonne question. Puis là, je mets des règles, souvent. OK, dis-moi. Safari, c'est refusé. Gmail, c'est refusé. Et ChatGPT est maintenant refusé aussi. Ah ouais, tu l'as eu ça. Ouais, parce que là, c'est plus original. Même LinkedIn, je suis sur le bord de l'enlever aussi. C'est pas assez original. C'est pas assez original. Une application que moi, j'aime beaucoup pour rester à l'affût, ça s'appelle Blinkist. OK. Connaissez-vous ça? Moi, je connais pas. C'est quoi? Blinkist. OK. C'est une application qui te fait un résumé audio d'un livre et que ça dure à peu près 18 minutes. Alors, tu peux le lire ou tu peux l'entendre.
Parce que moi, à force de rencontrer mes clients, j'avais un livre par jour qui me parlait. Là. Hey, t'as-tu lu tel livre? T'as-tu lu tel livre? Et j'avais un backlog. J'avais vraiment, là, tu sais, j'arrivais pas à lire les livres. Et quand je m'en vais en voiture puis que je veux justement comme me remettre dedans ou comme là, je m'en vais voir, mettons, Jim Collins, je vais juste, j'ai lu tous ses livres, mais je vais aller chercher, tu sais, un petit 18 minutes de refresh, là, tu sais, un petit... Et ça me fait tellement de bien. Et là, j'ai de l'air moins niaiseuse quand un client me dit, ben, tu sais, hey, t'as-tu lu mon livre que je t'ai recommandé? Regarde, oui, j'ai compris que c'était ça. Puis là, tu sais, au moins, ça me donne un petit peu un petit contexte. Puis surtout, une inspiration, une motivation, mais qui est facile et rapide. Fait que ça fait longtemps que j'utilise ça. C'est bon, ça. Alex, quand tu me demandes de lire quelque chose, je vais utiliser cette application-là maintenant. Mais justement, le nombre de livres que j'ai pris en note qu'il fallait que je lise après que tu es intervenu à l'école, je pense que je vais être obligé d'aller sur Blinkist aussi. Oui, j'adore les livres. J'en ai un audio, puis j'en ai 2 physiques en tout temps. Mais bon, à un moment donné, il y a une limite. Autant qu'on peut investir en lecture, tu as trouvé un bon truc. Exact. Puis moi, je le fais. Je commence sur Blinkist. Puis si j'aime vraiment ça, là, je vais aller lire le livre. Mais souvent, c'est pas tous les livres qui t'intéressent. Fait que ça me permet de faire un entre-deux pour aller vraiment lire ceux qui me passionnent, qui m'intéressent. Et le meilleur livre que j'ai lu cet été, c'est Let Them Theory de Mel Robbins. OK. Ça, là, c'est tellement bon parce que ça te libère de toutes tes frustrations. Fait que let them, tu sais, laisse-les, puis let me. Puis après, elle te redonne le miroir de dire qu'est-ce que tu contrôles. Puis je trouve, dans la situation, le contexte économique, ces choses-là, il y a tellement de choses qui peuvent être frustrantes dans la vie des organisations, des entrepreneurs qu'on n'a pas de contrôle. Fait que je fais juste faire un petit clin d'œil. Ça, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. J'ai recommandé à plein de monde. On lit le long en large, celui-là, pas Blinkist. Non, exactement, exactement. Super. Bien, avant de conclure, où est-ce qu'on peut te suivre? Quelles sont les prochaines étapes pour les gens qui voudraient en apprendre davantage sur l'approche hypercroissance? C'est sûr que mon site web hypercroissance.com, vous pouvez vous abonner à notre infolette. Et Histoire d'hypercroissance, je vous invite à aller voir mon podcast. Le mot histoire est important parce qu'il y en a plusieurs podcasts, mais Histoire d'hypercroissance, une photo rouge. Là, on met beaucoup d'outils aussi dans chacune de nos discussions avec nos entrepreneurs et nos experts. Donc, vraiment pour vous aider, outiller, avoir un impact positif, qui est un peu le biais. Alors, je dirais le podcast, c'est vraiment la porte d'entrée qui est intéressante. Sinon, vous pouvez toujours lire les livres si vous êtes en hypercroissance, mais tout se retrouve sur le site web. Et sur LinkedIn, n'hésitez pas non plus à me contacter directement. Là, je suis très active aussi là-dessus. Bien, super. Merci beaucoup, Cléo. C'était vraiment une conversation intéressante. Puis merci d'avoir été aussi généreuse de ton temps et de ton savoir. Merci, Virginie et Alexandre, d'avoir fait la route pour moi ici présente à Montréal, qui est vraiment occupée. J'adore ça. Donc, j'adore faire des podcasts. C'est vraiment génial. Sujet très pertinent. Donc, merci infiniment. Merci à toi. Merci, Virginie. Merci, Alex.